Bonjour, mon nom est Carole Vincent, je suis directrice générale du CIQSS. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci à Kathleen Fowler de Statistique Canada d'avoir accepté notre invitation à présenter aujourd'hui dans le cadre de nos midi-webinaires. Alors, Kathleen va faire une présentation de 35-40 minutes environ et ça sera suivi d'une période de questions. On vous demande de poser vos questions à micro ouvert, donc vous aurez la possibilité de demander la parole en levant la main. On vous donnera la parole, donc c'est ce qu'on privilégie pour la période de questions. Je vous signale que soyez informés que le webinaire est enregistré. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole, Kathleen, pour ta présentation. Merci. Merci beaucoup, Carole, et merci pour m'avoir invitée à présenter aujourd'hui. Je vais essayer de partager. Est-ce que la présentation est sur l'écran? Tout à fait. Oui, OK. Et tu peux me voir aussi? Oui, oui. Parfait. OK, donc merci. Donc, moi, je suis Kathleen Fowler. Je suis directrice adjointe au Centre de l'intégration et du développement des données sociales à Statistique Canada. Et je suis responsable d'un programme qui a pour but la modernisation de la collecte des données sociales. Ceci inclut le développement des panels, de l'approche participative et aussi Omnibus. J'ai aussi sur l'appel aujourd'hui des membres de mon équipe, Sylane Boulay de la méthodologie et puis Mélanie Kowalski, chef du projet. J'espère qu'elle m'aidera à répondre à des questions s'il y en a. Donc, je suis ici aujourd'hui de parler de notre série d'enquêtes sur les perspectives canadiennes. C'était vraiment le développement d'un panel en ligne au sein de la pandémie de la COVID-19. Donc, qu'est-ce que c'est un panel web? C'est vraiment une série de questionnaires avec un échantillon de répondants qui acceptent de participer à une collection de courtes enquêtes en ligne jusqu'à 6 fois au cours d'une année. Cette méthode nous permet de recueillir des renseignements importants auprès des Canadiens de manière plus efficiente, plus rapide et plus économique qu'avec des méthodes d'enquête traditionnelles. Le taux de réponse élevé et la mobilisation des participants au panel permettent de produire des estimations de qualité pour plusieurs questions clés. Comme incitatif à la participation, les produits de données sont remis aux répondants. Chaque fois qu'ils ont répondu à une enquête, nous avons envoyé les résultats aussi. La méthode est fondée sur l'échantillonnage probabiliste. Donc, c'est possible d'extrapoler les résultats pour les appliquer à la population canadienne. Donc, le graphique ci-dessus montre le progrès d'un panel. Il y a le recrutement où on trouve des participants à toutes les enquêtes. Et puis, il y a 6 enquêtes différentes envoyées à chacun des participants par courriel ou texto. Et à la fin, on a eu des fichiers, 6 fichiers de données de qualité. Donc, en automne de 2019, nous avons commencé avec le développement d'un panel. On avait fait le recrutement des répondants d'une enquête probabiliste, l'EPA, l'enquête sur la population active. C'était 32 000 ménages de l'EPA qu'on avait appelés par le téléphone. Et puis, nous avons demandé à ces personnes s'ils veulent participer à cette série d'enquêtes. Donc, c'est vraiment un sous-ensemble de répondants à l'enquête sur la population active. On avait sélectionné une personne âgée de 15 ans et plus de chacun de ces ménages d'une façon aléatoire. Donc, avec ça, on a trouvé 7200 participants pour joindre notre panel probabiliste. Donc, le recrutement a été fait le 15 janvier jusqu'au 15 mars 2020.
Premièrement, on avait planifié une enquête sur l'économie numérique, mais avec l'arrivée de la pandémie, nous avons pivoté et on avait changé le contenu du questionnaire pour collectionner des informations sur les répercussions de la COVID-19. Quand on a sélectionné chacun des personnes pour participer au panel, nous avons demandé pour une adresse courriel et pour un numéro cellulaire pour que nous puissions inviter participer à chacune des séries. Pour la première série de questions, on avait eu 4600 répondants. Donc, ça fait 64% de la population qui ont participé au panel. Donc, de 7200 personnes, c'était 64%. Le taux de réponse cumulative, donc quand on considère les 32 000 ménages, c'est à peu près 14,6%. Donc, on avait eu un grand besoin de combler des lacunes statistiques pendant la pandémie de la COVID-19. On avait engagé à fournir des données actuelles et de qualité aux Canadiens. Au début de la pandémie, c'était nécessaire de disposer de données fiables pour évaluer les besoins en matière de services de santé et de services sociaux, ainsi que le soutien économique requis pendant la pandémie. En raison des limites associées aux activités de travail normales, il a fallu trouver des idées novatrices et recourir à de nouvelles méthodes pour pouvoir recueillir et diffuser les données en temps opportun. Donc, c'était l'opportunité parfaite pour utiliser le panel en ligne. Parce qu'une des choses qu'on fait avec toutes nos enquêtes, c'est d'envoyer des lettres par la poste à des répondants pour inviter à participer à nos enquêtes. Mais avec la pandémie, c'était pas une possibilité d'envoyer des choses par la poste. Mais le panel web avait des adresses courriels, donc c'était une parfaite solution. Donc, les avantages du recours à un panel, c'est que ça nous permet de recueillir des renseignements importants auprès des Canadiens de manière plus efficiente, plus rapide et plus économique qu'avec des méthodes d'enquête traditionnelles. Pour des enquêtes traditionnelles, on avait besoin des intervieweurs de faire des appels aux répondants pour assurer qu'un taux de réponse suffisamment pour produire des données de qualité. Mais avec le panel web, on avait des adresses courriels, donc c'était plus économique. Nous avons consulté des partenaires internes et externes afin que le contenu produit fournisse des données aux intervenants pour qu'ils puissent prendre en temps opportun des décisions stratégiques fondées sur des données probantes. Par exemple, on avait besoin d'informations sur le comportement des Canadiens pendant la pandémie. Est-ce qu'ils portent des masques? Est-ce qu'ils restent chez soi? Est-ce qu'ils lavent les mains d'une façon plus régulièrement? Est-ce qu'ils suivent les recommandations? Et où est-ce qu'ils cherchent pour d'informations sur la pandémie? Donc, ce sont tous des informations que nos partenaires avaient besoin et ce sont des sujets qu'on avait ajoutés à chacun des questionnaires du panel. Le taux de réponse élevé et la mobilisation des participants au panel ont permis de produire des estimations de qualité à propos de plusieurs questions clés. Nous avons mené les enquêtes par panel de la SEPC en mettant l'accent sur des questionnaires ayant trait à la COVID-19, afin de pouvoir continuer de fournir des données fiables et actuelles sur des thèmes par rapport auxquels les effets de la pandémie se font sentir. Donc, les paramètres de notre panel web sont les suivants.
Le contenu est de 5 à 10 minutes, donc c'est environ 15 à 20 questions. Et on avait une série de questions sociodémographiques qui ont été déjà posées dans le contexte de l'EPA, l'enquête sur la population active. Ces questions incluent le genre, date de naissance, scolarité, identité autochtone, groupe de population, citoyenneté, région géographique. Notre panel probabiliste a été formé des personnes recrutées à partir d'un échantillon probabiliste, l'EPA, pour qu'elles participent à plusieurs courtes enquêtes en ligne. La population, l'échantillon représente la population générale de 15 ans et plus aux 10 provinces. La taille d'échantillon est inférieure à 10 000 répondants par série. Comme j'ai mentionné, c'était à peu près 4 600 pour la première et puis un peu moins après la première. Les estimations peuvent être reproduites à l'échelle nationale et régionale. Par région, je veux dire que pour les provinces plus grandes comme Québec et puis Ontario, on peut produire des estimations au niveau provincial, mais pour les provinces atlantiques, c'est vraiment un regroupement des provinces pour produire des estimations régionales. Pendant le développement, on a défini que le contenu final, c'était le jour premier du projet. Donc, après, on a le contenu final. On avait fait des tests qualitatifs informels avec des répondants potentiels pour évaluer la qualité de chacun des questionnaires. Est-ce que les questions mesurent ce qu'ils ont supposé de mesurer dans les deux langues? Est-ce que les concepts et les thèmes et les définitions sont bien compris dans les deux langues par tous les répondants? Donc, c'est nécessaire d'assurer que le questionnaire est de bonne qualité. Après ça, on a fait aussi un examen de l'accessibilité avant le début du développement. Et ceci est pour assurer que pour ceux qui ont besoin d'utiliser des logiciels pour lire le questionnaire, que ça fonctionnait bien. Donc, ces activités, les tests qualitatifs, puis l'examen de l'accessibilité prend à peu près 20 jours pour chaque série. Puis après ça, on avait commencé avec le développement du questionnaire électronique et ça prend à peu près 30 jours pour faire ça. Avec cette étape, on essaie le questionnaire électronique pour assurer que tous les acheminements fonctionnent bien, que toutes les fonctionnalités fonctionnent comme ils devraient et que les données sont retournées comme il faut. Après le développement, c'est la collecte. La collecte a été faite pendant une semaine. On avait envoyé un courriel à chacun des participants ou des répondants et puis de suivi pour assurer un assez bon taux de réponse. Parfois, on avait aussi envoyé des textos, surtout pour la population plus jeune parce qu'ils étaient plus difficiles à engager. Après qu'on a fait la collecte des données, on avait essayé d'avoir un fichier définitif de 2 à 4 semaines après la collecte. Tous les questionnaires, comme j'ai dit, étaient des questionnaires électroniques du répondant. Donc, c'est vraiment des répondants qui répondent à la questionnaire par eux-mêmes. Il n'y avait pas d'intervention par des intervieweurs, sauf dans les cas où des personnes ont de la difficulté à accéder au questionnaire. Et il y avait contactez-nous pour des questions comme ça.
Comme j'ai mentionné, le taux de réponse à toutes les séries était entre 55 et 60%, et ceci représente environ 15% de la population quand on pense d'un taux de réponse cumulatif. Pour chacun des panels, on a aussi fait une élaboration d'un plan de communication avec notre division de communication en vue de la préparation de toute la documentation nécessaire à l'appui de la collecte, donc des questions et réponses, de l'information, surtout sur le projet, des exemples des questions qui vont être demandées. Et c'est sur notre site web. Comme j'ai mentionné, on a fait 6 séries d'enquêtes pendant l'année passée. On avait commencé avec une diffusion en avril de 2020 avec la première, les répercussions de la COVID-19. En juin, on a fait les suivis des effets de la COVID-19. En juillet, c'était la reprise des activités économiques et sociales pendant la COVID-19. Comme vous savez, pendant l'été, il y avait beaucoup d'entreprises et des activités ont été reprises. Donc, on avait collecté d'informations sur ce thème. En U, c'était les sources d'informations consultées pendant la pandémie. Puis en octobre, c'était l'usage de la technologie de cybersécurité pendant la pandémie. Et en mars, le 4 mars, on va faire une diffusion sur la consommation de l'alcool ou de drogue et stigmatisation pendant la pandémie. Le collecte de celui-là a été fait pendant la fin de le mois de janvier. Juste pour démontrer le taux de réponse au cours de la série, la première, on a fait la collecte entre mars et avril et le taux de réponse était de 63,9%. Pour le suivi des effets de la COVID-19, la collecte était du mai du 4 au 10 et c'était 63,5%. Pour le troisième, c'était la reprise des activités économiques et sociales. C'était 58,1%. Celui-là, la collecte était pendant le mois de juin, le 15 au 21. Le quatrième était les sources d'informations consultées pendant la pandémie, le mois de juillet, le 20 au 26. Et le taux de réponse était 58,2%. Et puis, la cinquième était l'usage de la technologie et la cybersécurité pendant la pandémie du 14 septembre au 20 septembre. Le taux de réponse était de 54,7%. Et la dernière était la consommation de l'alcool ou de drogue et stigmatisation pendant la pandémie du 25 janvier au 31 janvier. La division, comme j'ai mentionné, c'est le 4 mars. C'est important de noter qu'environ 50% des répondants ont rempli au moins 5 questionnaires. Une des choses on voulait savoir, c'est combien de personnes restera dans le panel au cours d'une année. Donc, comme tu peux voir, on a perdu des personnes, mais le taux de réponse a été assez bon pendant toutes les 6 séries. Selon la qualité des données, on a fait une étude sur le biais en utilisant des estimations pondérées pour évaluer le biais potentiel attribuable au plus fiable taux de réponse et au sous-dénombrement de la population hors ligne. Bien que de nombreuses estimations ne présentent pas de variations significatives, il reste encore certains biais dans le SEPC.
Donc, il y a une sous-représentation des personnes qui sont divorcées, séparées ou veuves et des locataires. Il y a aussi une surreprésentation des personnes nées au Canada, de celles qui sont mariées, de celles qui ont des enfants au sein de ménage et de celles où il y avait 2 participants admissibles au panel. Le panel non pondéré comprend aussi une sous-représentation de personnes jeunes et âgées. Les personnes jeunes ne veulent pas compléter des enquêtes et puis pour les personnes âgées, ils sont peut-être moins confortables ou moins à l'aise de répondre à des questionnaires en ligne. Aussi, il y a une surreprésentation de personnes ayant un niveau de scolarité élevé. On avait fait une comparaison entre les résultats des personnes qui ont répondu à l'enquête sur la population active, puis au panel, et ça c'est comment on a identifié ces caractéristiques de nos panélistes et que nous avons fait des ajustements. J'ai inclus aussi un lien ici à notre site web où vous pouvez trouver tous les questionnaires et les guides de l'utilisateur pour chacun les enquêtes du série. Pour prochaines étapes, cet projet a commencé comme un projet de pilote, mais on avait autant de succès qu'on commencerait un nouveau panel à la fin du mars. Le prochain va utiliser des répondants de l'enquête sociale générale, encore représentant des personnes de 10 provinces âgées de 15 ans ou plus. Et le questionnaire est encore petit, donc de 15 questions. Et nous allons essayer de faire la même chose avec ce groupe, une série de questionnaires pendant une année pour voir si on peut continuer avec des panels. On veut aussi développer l'idée des panels pour des populations cibles. Par exemple, un panel pour des parents des enfants moins de 18 ans. Il y a une autre pour créer des autres panels, on avait l'idée de faire le recrutement en même temps que la première questionnaire. Comme on avait fait pour cette série, on a fait le recrutement comme un questionnaire individu. Mais pour le futur, on veut essayer, si c'est meilleur, d'essayer de faire le recrutement en train d'une questionnaire pour un plus grand questionnaire, pas seulement pour demander si des personnes veulent participer. Donc, on avait fait beaucoup de publications et d'autres produits de diffusion. Jusqu'ici, on a de plus de 25 produits. Par exemple, il y avait plusieurs articles dans le quotidien, des infographies. Pour chacun des panels, on avait diffusé un fichier de micro-ordonnées à grande diffusion et ils sont disponibles sur notre site web gratuitement. Il y avait aussi des études analytiques. Veuillez consulter la page La COVID-19 sous l'angle des données sur le site web de Statistique Canada pour prendre connaissance des principales tendances économiques et des principaux défis sociaux que l'on observe au fil de l'évolution de la situation entourant la pandémie de COVID-19. Aussi, on a des autres produits portant sur la COVID-19. Il y a accès aux données par l'entremise des CDR ou du service d'ADTR, les fichiers de micro-données, comme j'ai mentionné. Et aussi, il y a la possibilité de faire l'utilisation personnalisée. J'ai inclus aussi l'information pour notre service à la clientèle si vous voulez ces produits.
Donc, pour plus d'informations, vous veuillez contacter moi. Donc, je vais terminer de partager mon écran. Merci beaucoup, Kathleen. Très intéressant. Donc là, on va passer à la période de questions. Comme je vous disais au début, on va vous inviter à signifier vos intérêts à poser une question. Notre technicien va pouvoir donc vous donner accès à un micro, va vous permettre d'ouvrir votre micro et puis vous pourrez poser votre question. Alors, ouais. On a la première. Oui, Carole. Oui, c'est Kaina qui va oui. Poursuivre. Oui, avec c'est ça. Suzanne, vous allez venir de recevoir une notification. OK. Est-ce que je peux parler ou non? Oui, absolument. Oui, oui. Ah, OK. Donc, j'ai des questions sur... Moi, je m'intéresse à la santé au travail. Donc, je veux savoir, avez-vous pris des données sur la profession, l'industrie et d'autres éléments liés au travail? Et l'autre question, c'est avez-vous fait aucun effort de chercher des immigrants et est-ce que quelque chose était traduit? C'était juste en anglais et en français? Donc, la première question, il y avait quelques questions portant sur le travail et aussi pour les personnes qui ont reçu du support financier du CERB, je ne sais pas comment le dire, le bénéfice que le gouvernement a offert à des personnes qui étaient hors du travail ou qui ont PCU. Merci, Célène. Donc, on avait demandé quelques questions sur ça, mais aussi on a l'information pour chacun des répondants de leur l'enquête sur la population active. Donc, on est capable de faire un lien entre chacun des questionnaires de la série et aussi la réponse au l'EPA. Selon les immigrants, on n'avait pas traduit la questionnaire autrement qu'en anglais et en français. Et aussi parce qu'on avait fait on a choisi des répondants de l'EPA. Il y a des immigrants, mais ce n'est pas un sur-échantillonnage des immigrants, donc il n'y a pas beaucoup. OK, mais merci pour la présentation. Merci. OK, donc là, Décarré et Guillaume, vous allez recevoir aussi une notification. Décarré, vous pouvez parler maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument, oui, oui. OK, génial. Je me demandais, est-ce que, parce que je sais que dans votre premier questionnaire, je pense que la 4e vague aussi, il y avait un item de santé mentale auto-rapporté. Je me demandais s'il allait y avoir un retour de cet item-là dans la 6e vague. Je pense qu'il y avait quelques questions sur la santé mentale en général. La questionnaire est sur notre site web en anglais et en français, donc vous pouvez voir toutes les questions là aussi. Mais surtout, c'est sur la stigmatisation et l'utilisation des drogues et de l'alcool pendant la pandémie. OK. Merci. D'autres questions? Je crois. Oui, Guillaume. Xavier, désolé. Xavier Stock, vous allez recevoir une notification aussi. Oui, bonjour. 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 Donc, ma question, c'était de savoir si vous avez mentionné qu'il y avait la surreprésentation de certains groupes dans l'échantillon, puis la sous-représentation d'autres groupes. Est-ce que ce sont les mêmes groupes qui sont surreprésentés ou sous-représentés dans d'autres enquêtes de Statistique Canada? Donc, par exemple, quand on a l'enquête sociale générale, le GSS, où il y a un taux de réponse qui, des fois, descend aussi bas que 50 %, donc c'est similaire au SEPC. Mais est-ce que dans le GSS, on trouve les mêmes dynamiques de surreprésentation ou de sous-représentation?
ou bien est-ce que c'est différents types de populations qui sont surreprésentées dans le panel en ligne? Donc, peut-être Stélène peut m'aider avec celui-ci, mais en général, avec les autres enquêtes, il y a des répondants qui peuvent répondre à la questionnaire en ligne, mais aussi il y a des intervieweurs qui vont faire de la suivi pour la non-réponse. Donc, avec les deux méthodes, on a la capacité d'assurer qu'on a une plus bonne représentation de la population. Mais avec le panel en web, on avait fait seulement en ligne. Donc, ce sont des personnes qui sont plus confortables en ligne. Ce sont des personnes il y a un peu de biais par le sélectionnement d'eux-mêmes au panel qu'on ne trouve pas avec les autres enquêtes. Parce que, par exemple, les personnes âgées sont peut-être plus confortables sur le téléphone pour répondre à l'enquête, mais ce n'était pas un des choix avec ce panel. Merci. OK, merci. Donc là, c'est le tour de France Lapointe. Vous allez recevoir aussi une notification. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, absolument. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai 2 petites questions. Je comprends que vous avez des taux de réponse assez élevés parmi les gens qui ont accepté de participer au panel, mais je me posais la question, est-ce que l'inférence que vous faites est-ce qu'elle est faite à tous les membres, à toute la population ou seulement aux participants du panel? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est pour les prochaines étapes, vous parlez de développement d'un nouveau panel à partir de la fin mars, à partir des répondants de l'enquête sociale générale. Je me demandais pourquoi vous n'aviez pas l'idée de poursuivre avec des répondants de l'enquête sur la population active. Pourquoi faire ce changement? Merci beaucoup encore pour la présentation. Merci pour vos questions. Donc, pour la première question, l'inférence était pour la population, pas seulement pour ceux qui ont répondu à chacun. Pour l'autre question, pour l'EPA, il y avait un assez grand investissement d'argent et de temps pour faire le recrutement. Donc, on veut essayer des autres méthodes pour qu'on puisse le faire d'une façon moins chère. Donc, d'essayer d'utiliser des personnes qui faisaient partie de l'enquête générale sociale, c'est une façon de faire le recrutement pendant une autre enquête qui était déjà en cours. Donc, c'était moins cher. Mais aussi, il y a beaucoup de variables d'intérêt sur l'enquête générale sociale, beaucoup d'informations démographiques, beaucoup d'informations en général qu'on peut utiliser pour faire les mêmes évaluations de qualité que l'EPA. Aussi, il y a beaucoup de besoins pour l'EPA et des répondants de l'EPA. Donc, on voulait faire une autre pilote pour voir si on peut faire des estimations assez de la même qualité avec une autre façon de recrutement. Je vous remercie. Le taux de réponse quand même à l'ESG est un peu plus faible que ce qu'on observe en général à l'enquête sur la population active. Donc, la qualité de votre prochain pilote pourrait être un petit peu moindre. Oui, ça c'est une des choses. Ça c'est pourquoi c'est encore une pilote pour qu'on puisse évaluer la qualité. Mais vous avez raison. Le taux de réponse pour l'enquête générale sociale, je pense que c'est un peu moins de 50%. Mm-hmm. C'est proche à 80% pour le PA. Donc, oui, c'est un changement, certainement. À suivre, alors. Merci. Okay. Donc, y a-t-il d'autres questions pour l'instant? Je pense qu'il y a une personne qui a... Oui. Oui, Kaina, oui, il y a une personne qui a posé la question dans le chat.
puisqu'on a le temps, là, je vais la poser. Donc, on demande, doit-on comprendre que les personnes à faible revenu de ce panel ne sont pas Désolé, je sous-représentées? suis encore sur... C'était ma question, donc elle a été répondue. Merci. Ah oui. Ah, d'accord. OK. Donc s'il n'y a plus de questions, c'est correct alors. Donc, oui, Carole, oui. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Ben, merci. Merci encore, Kathleen. Merci à tout le monde d'avoir participé. Je vous prends le temps de vous dire que notre prochain midi-webinaire sera le 8 mars. On accueillera Anaïs Lacaze, qui est professeure à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, on a vraiment une série. On en a d'autres en mars aussi. Donc, je vous invite à visiter notre site web et à vous abonner à notre infolette. Vous aurez tous les détails. Et, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci.